Et juste un petit message pour te dire que l'ensemble de mes projets sont disponibles désormais sur ma boutique flambant neuve et aussi qu'il te reste jusqu'à ce soir minuit pour participer au financement de RPG Battlemaker. Les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi. Alors on est tout à fait d'accord pour dire que celui qui fournit la plus grosse quantité de travail en termes de préparation autour d'une table de jeu de rôle, c'est bien le maître du jeu. Préparation du scénario, de la musique, des illustrations, des battle maps, et généralement tenue des agendas des parties, j'en passe des meilleurs. Bref, il y a pas mal de choses à faire par rapport à un joueur qui vient juste profiter de l'expérience offerte en jouant son personnage. Alors attention, je ne dis pas ça pour rentrer dans ce discours aigri que je vois parfois fleurir sur le net et qui veut que... Oui, mais les joueurs ce sont juste des profiteurs feignants, ils viennent là et puis voilà, alors que moi je fais des super scénarios trop importants mais eux ils veulent pas. Bon, généralement, quand on en est là, je pense qu'on a déjà pas mal dépassé l'étape du burn-out du MJ, entre guillemets. Parce que oui, qui dit charge plus importante de responsabilité entraîne bien évidemment un risque de burn-out. Encore une fois, entre guillemets. Et je mets volontairement ça entre guillemets, parce que je ne veux pas minimiser par association le burn-out que certains ont vécu dans leur milieu professionnel. C'est un problème grave qui ne doit pas être pris à la légère. D'où les guillemets, fin du disclaimer. Et donc, la question qui va venir picorer notre esprit, c'est comment qu'on fait pour l'éviter justement ce burn-out du MJ. Asseyez-vous donc calmement dans votre siège, prenez une camomille bien chaude pour ses vertus relaxantes, un bon plaid en matière qui s'effiloche là, qu'après ça ne ressemble plus du tout à rien après 3 lavages. On a l'impression de porter une vieille serpillière sur ses épaules. Foutu plaid, mais je m'égare, pardon, revenons à nos moutons. Bref, prenez tout ça dans vos petites mimines ou tout ce qui vous calme le cerveau, et c'est parti mon Wistiti pour 3 petits points qui vous éviteront, je l'espère, bien des tracas dans vos parties. Alors le premier conseil pourra peut-être vous sembler tout bête, mais est-ce que vous avez déjà considéré l'idée de réduire le nombre de vos parties? Parce que oui, bon, certes, c'est super de se retrouver 2-3 fois par semaine pour profiter de son loisir préféré, mais bon, forcément, ça peut vite commencer à peser sans qu'on s'en rende compte. Ainsi porté par l'endorphine de faire ce qui nous plaît le plus. Alors le piège, il est bien là, celui de se retrouver un peu comme aveuglé par le fait de kiffer ce qu'on fait et de ne pas porter un regard critique sur une potentielle fatigue naissante, et qui peut ensuite évoluer en écœurement. Vous savez comment on dit, le fameux trop de tel truc tue le truc en question. Alors attention, je ne dis pas forcément de réduire la fréquence à laquelle vous voyez vos amis. Je parle juste de la fréquence de vos jeux de rôle. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien, une fois de temps en temps, vous retrouver ensemble pour simplement passer une soirée simple, à discuter, prendre des nouvelles, etc. Ou bien aussi jouer à des jeux de société en groupe. À titre personnel, ça nous est déjà arrivé avec mes potes d'entrecouper nos campagnes de jeux de rôle avec des parties de Zombicide, de Cthulhu Death May Die ou Villainous ou tout autre jeu autre que du JDR. Jeu de société d'ailleurs que je vous conseille très chaudement. Histoire de simplement nous retrouver entre amis sans qu'aucun d'entre nous n'ait besoin de faire de grands préparatifs en amont en tant que MJ. Et là où le piège que je citais tantôt peut prendre une dimension un petit peu plus pernicieuse, c'est que comme les parties de JDR sont rythmées comme des rendez-vous hebdomadaires ou à fréquence fixe dans le temps, eh bien les joueurs de leur côté peuvent très vite prendre ça comme une règle acquise, ce qui aura tôt fait de mettre la pression au MJ qui se sentira dans l'obligation d'honorer ce rendez-vous pour ne surtout pas déroger à la règle. Un peu dommage d'en arriver là, on est d'accord, pour un truc qui est censé être un plaisir à la base. Alors encore une fois, attention, je vais pas blâmer les joueurs, cela serait trop simple de pointer du doigt ces derniers en disant que c'est de leur faute à chaque fois. Mais eux, ils veulent pas. Non, bien évidemment, dans pareil cas, il faut juste que chacun fasse un petit travail sur soi. Vous, de votre côté, les joueurs, veillez à ce que votre enthousiasme ne se transforme pas en une forme d'injonction de présence ou de performance pour votre MJ. Et vous, le MJ, n'allez pas voir votre job de maître du jeu comme un travail à proprement parler, avec ses horaires, ses responsabilités, ses délais à tenir, ses dates, etc., etc. Alors bon, malheureusement, je n'ai pas de recette miracle sur comment on fait pour éviter ces deux écueils. Cependant, je vous conseille de voir le jeu de rôle comme un aspect secondaire de vos soirées entre amis et de la relation ludique que vous entretenez avec eux. Dans le sens où le plaisir de les retrouver doit toujours être devant le plaisir de faire du JDR avec vos amis en question. Et de ce fait, en faisant ainsi, vous ne serez jamais vraiment déçu par le choix de telle ou telle activité pour la soirée. Puisqu'au fond de vous, vous saurez que quoi qu'il arrive, que vous fassiez du jeu de rôle ou pas, vous passerez un bon moment en leur bonne compagnie. Et aussi parce qu'il n'y a pas que le jeu de rôle dans la vie. Des fois, ça peut faire du bien de sortir un peu de sa bulle rôliste pour prendre un peu l'air, je vous l'assure. Parce que ça aussi, c'est un point important, le fait de diversifier ses activités
activités de loisirs. Histoire d'éviter comme ça de se retrouver avec des œillères où on pense JDR, on mange JDR, on vit JDR, on dort JDR, comme ça. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et oui, je sais, ça peut sembler bizarre venant de la bouche d'un youtubeur dédié au jeu de rôle, mais sachez qu'en ce qui me concerne, le jeu de rôle, c'est un de mes loisirs. C'est pas mon seul et unique loisir. Et je pense du coup qu'il est important de s'aérer un peu l'esprit en allant faire d'autres trucs de temps en temps. Vous savez comment on dit, faut pas abuser trop des bonnes choses, tout ça. Et ça, évidemment, c'est dans le but d'éviter le burn-out, vraiment de la saturation, on va dire, du jeu de rôle. Et vous verrez qu'en faisant ainsi, le retour au jeu de rôle se révélera au final encore plus appréciable, puisque cela sera un vecteur de plaisir parmi tant d'autres, et pas la seule et unique source de fun dans votre vie. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu la gestion de votre agenda holistique, il va être temps de jeter un œil à la partie en elle-même. Le job de MJ, comme vous le savez bien, c'est de dérouler l'histoire, suivant les choix et le roleplay des PJ, en gros de fournir leur répondance suite à leur réaction, et de leur décrire ce qui se passe dans leur aventure. Et ça, c'est ce que j'appelle du meugetage actif. Vous devez être attentif à chaque phrase de vos joueurs, scruter chaque lancer de dés, lire les stats des PNJ, les interpréter, consulter vos notes, etc. Bref, des moments où votre cerveau de MJ est focus. Et ça, vous imaginez bien que c'est fatigant à la longue. Et comme on l'a vu dans la vidéo consacrée à l'attention de vos joueurs, le cerveau humain n'est pas capable de garder une intense concentration sur une très très longue durée. Et c'est comme ça, c'est la biologie, on peut pas lutter contre, malheureusement. Et c'est pour cela que je vous conseille fortement de prévoir en amont des séquences de meugetage passif, comme je les appelle. Alors cela peut prendre bien des formes, mais grosso modo, dites-vous que ce sont des moments où les joueurs n'auront pas, ou voire très peu besoin de votre concours pour que l'histoire se déroule. Par exemple, j'aime beaucoup proposer par-ci par-là ce que j'appelle des tranches de vie au cours de mes campagnes. Généralement, ça se présente sous la forme de petites scènes le soir au bivouac, ou bien dans un endroit calme où les PJ peuvent discuter avec les PNJ, prévoir les prochains plans, prendre des décisions pour la suite de l'aventure, etc., etc. Bref, un moment posé qui, en plus d'aider à la construction narrative des personnages, vous permet, vous, le MJ, de débrancher un peu votre cerveau en laissant les joueurs faire leur roleplay. Une autre manière un peu originale aussi que j'ai trouvé pour faire du meugetage passif, c'est de proposer à un de mes joueurs d'interpréter un PNJ récurrent ou temporaire qui n'a pas forcément d'importance capitale dans le scénario en cours. Et c'est comme ça, par exemple, que je me suis retrouvé avec un de mes joueurs qui joue aussi le PNJ ingénieur à bord de leur équipage de corsaires, et ce qui a donné des moments très touchants durant les fameuses tranches de vie citées plus haut, même pendant notre roleplay. Cela peut être aussi de leur proposer de résoudre un puzzle ou une énigme que vous leur aurez préparé en amont, un peu comme dans une escape game, ce qui vous laissera le temps de souffler pendant que vos joueurs seront en train de carburer pour trouver la solution. Et toujours un petit peu dans cette même veine, n'oubliez pas aussi de laisser le temps à vos joueurs pour débattre sur un sujet ou à propos d'un choix que vous leur aurez amené. Comme ça, vous avez un peu de temps pour vous ressourcer et faire une pause mentale tout en écoutant leur roleplay d'une oreille. Après, les idées pour passer en mode meugetage passif sont nombreuses, et là-dessus, je vous laisse aller votre imagination. Pour citer une petite anecdote d'une de mes parties, mes PJ à un moment devaient infiltrer un château et se sont fait passer pour une troupe de théâtre se rendant à un bal. Seulement, il leur a été demandé à un moment de faire un spectacle d'improvisation avec seulement quelques éléments imposés. Du coup, moi, je leur ai laissé 10 minutes pour préparer leur représentation, où ils ont dû jouer leur personnage, qui jouait un personnage avec moi, qui jouait le public. Et je peux vous dire qu'en plus de n'avoir rien eu à faire en tant que MJ, j'ai rarement autant ri autour d'une table de jeu de rôle. En gros, si je devais donner une métaphore pour illustrer mon propos, voyez un peu l'alternance entre le meugetage actif et passif, comme si vous étiez en train de faire des longueurs à la piscine. Une bouffée d'air avec du meugetage passif, puis du crawl avec du meugetage actif, puis une bouffée d'air, et ainsi de suite, tout en continuant à avancer. En gros, cela revient à s'économiser en tant que maître du jeu. Alors attention, n'allez pas non plus être radin sur ce que vous souhaitez fournir à vos joueurs, mais sachez quand même user de ces petites astuces citées plus haut pour lever un peu le pied de temps en temps en proposant aux joueurs de prendre un peu le relais pour que le show continue. Car après tout, comme je le dis tout le temps, le jeu de rôle c'est une histoire qui s'écrit à plusieurs mains, il n'y a pas de raison que ça soit tout le temps la même qui est d'écran. Et enfin, pour finir, voici le conseil qui est, je pense, le plus important, mais aussi le plus difficile à définir proprement. Celui d'éviter de surpréparer ses parties en amont de ces dernières. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas aisément définissable ? Eh bien parce que cela dépend bien évidemment d'une foule de paramètres divers et variés qui relèvent plus de l'ordre du personnel et de l'individuel que de réelles règles générales. Parce que malheureusement, je suis navré de vous le dire, mais il n'existe pas de limite claire et nette qui s'applique à tout le monde, à partir de laquelle on passe d'une préparation à une surpréparation. Sinon, pensez bien que je vous l'aurais dit de suite dans cette vidéo, avant même de commencer, bien évidemment. Mais on peut quand même essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un concept qui est très utilisé dans divers domaines, comme le marketing,
ou la gestion de projet. Et ce concept tire son nom d'une théorie sur les probabilités. Je veux bien sûr parler de la loi de Pareto, aussi appelée le 80-20. Alors cette théorie avance le fait que 80% des effets se retrouvent à être le produit de seulement 20% des causes. Bon, dit comme ça peut sembler très obscur, donc je vais vous donner quelques exemples à la volée pour illustrer. En marketing, par exemple, on utilise la loi de Pareto pour identifier quels sont les 20% des produits de la gamme qui représentent 80% du chiffre d'affaires, histoire de concentrer les efforts de communication uniquement sur les produits qui en valent la peine. En logistique, on l'utilise pour déterminer les 20% de produits qui représentent 80% des coûts de stockage, afin de diminuer les coûts fixes de l'entreprise en révisant leur offre finale. Et enfin, un exemple qui va un peu plus nous intéresser dans le cadre de cette vidéo, en développement de projet, on cherche à déceler les 20% d'efforts des équipes en termes de charge de travail qui fourniront 80% du résultat final. Ce qui veut dire que si on décortique un petit peu comme ça le dernier exemple et qu'on l'applique à l'écriture de scénario de jeu de rôle ou à la préparation d'une séance, ça veut dire que 20% de l'effort de préparation fourni par le MJ fera 80% du travail en termes d'immersion, d'histoire, d'intrigue, bref de grain à moudre pour les joueurs en gros. Et qu'à partir d'un moment, lors de la préparation de cette même séance, le MJ va passer une sorte de point de bascule où il va devoir fournir 80% d'énergie pour combler les 20% restants en espérant atteindre un 100% de rendu in fine. Sauf que le souci, dans ce cas-là, c'est pas du tout rentable en fait, puisque vous avez déjà le gros du taf qui est fait avec les fameux 80% et que vous allez vous épuiser comme ça à fignoler tous les petits détails qui ne marqueront peut-être même pas vos joueurs. Alors je vous donne un petit exemple un peu comme ça à la volée pour illustrer mon propos. Admettons que vos PJ vont tomber sur un grimoire dans un donjon avec une information clé à l'intérieur pour la suite de l'intrigue. Bon, vous avez préparé des musiques, quelques illustrations, les stats des monstres, quelques rencontres, bref, tout ce qu'il faut pour une séance digne de ce nom et plutôt classique. Donc en gros, vous avez fourni les 20% d'efforts qui feront 80% du taf lorsque tout le monde sera autour de la table. Mais bon, vous êtes un MJ qui aimait aller un petit peu plus loin et vous dites que ça serait vraiment trop cool que les joueurs aient le dit grimoire dans leur propre mimine. Donc vous écrivez l'intégralité de ce dernier en meublant autour de l'information importante, vous mettez en page le bousin, c'est-à-dire à peu près on va dire un grimoire de cette épaisseur, vous imprimez le tout, si vous êtes méga chaud vous le reliez, ou même vous jaunissez les pages avec du café et tout type. Bref, tout un pataquès de travail dont le rendu sera vachement sympa, je n'en doute pas. Mais bon, tout ça pour que finalement vos joueurs le feuillettent, trouvent l'info qui leur va et puis passent à la suite de l'intrigue. Laissant là le pauvre grimoire laissé sur la table, qui sera certes joli, tant d'énergie dépensée au final qui aurait peut-être pu être remplacée par une simple description de MJ, sans que l'ambiance n'en prenne un trop gros coup. Du style, tu feuillettes le grimoire et au bout d'un moment, une page attire ton attention et plus précisément un paragraphe. Alors peut-être pour trouver un entre-deux, vous pourrez leur montrer la page en question, si vous souhaitez quand même un peu fignoler un peu le détail. Mais ça sera toujours un petit effort en plus dans la zone des 80% d'effort pour les 20% de rendu. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas de faire à chaque fois le service minimum syndical dans toutes vos préparations de séance. Loin de là, encore une fois. Si ça vous fait kiffer de faire un grimoire, faites-le, il n'y a aucun problème à ça. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous devez garder à l'esprit que pour qu'une séance soit agréable pour tout le monde, il n'y a pas forcément besoin de grands effets spéciaux ou de préparation ficelée à la couture près. Du moment que tout le monde s'amuse autour de la table, c'est l'essentiel. Et pour nous les rôlistes, l'amusement ça commence avec un papier, un crayon et des dés. On va pas se le cacher, c'est quand même plutôt sobre comme prérequis de base pour pouvoir s'amuser. Et du coup, pour essayer d'identifier ce fameux point de bascule que je citais tantôt, qui en somme sépare ce que l'on pourrait appeler une préparation normale d'une surpréparation, posez-vous juste la question suivante de temps en temps quand vous souhaitez ajouter quelque chose dans votre scénario, que ce soit en termes de roleplay, d'intrigue ou d'éléments en aide de jeu à côté. Combien de temps de préparation pour combien de temps de jeu à mener? Une question comme ça qui vous permettra de voir une sorte de ratio et peut-être d'élaguer, de simplifier vos ajouts si besoin. Et le but de la manœuvre, ce sera de toujours rester dans ce 20% d'effort pour le 80% de rendu et éviter à chaque fois de basculer dans la surpréparation. Et en quoi du coup la surpréparation participe au burn-out? Déjà parce que ça vous pompe de l'énergie en amont, mais aussi ça va vous apporter la frustration que vos joueurs ne vont pas exploiter tout le travail que vous avez fait à la hauteur de l'énergie que vous avez dépensée. Et ce sera pas leur faute à eux, c'est vous qui en avez trop fait en fait. Alors il faut garder en tête aussi que cette limite préparation-surpréparation, c'est une limite qui est personnelle et qu'il vous faudra trouver à grand renfort de pratique. Et ne vous en faites pas aussi si vous n'avez pas les 100% de rendu. Car tout prévoir à la ligne près, ça se révélera toujours très bancal parce que vos joueurs trouveront toujours une façon de vous étonner le moment venu. Et vous pourrez alors improviser et rebondir sur ce qu'ils font sans qu'il n'y ait besoin de tout préparer en amont. Bon alors encore une fois, au cours de cette vidéo,
vidéo, j'ai essayé de vous mettre un petit peu sur la piste avec ces quelques conseils qui sont à prendre pour ce qu'ils sont. Je précise, des conseils, pas des paroles d'évangile. Puisque comme je l'ai dit à plusieurs reprises, tout cela est grandement dépendant de tout plein de facteurs, à commencer par vous, le MJ, et votre quantité d'énergie que vous pouvez allouer à la préparation de vos parties. Et ça, c'est très variable, et en même temps, il faut pas vous chercher à vous comparer aux autres. Parce que je sais que ça peut être vite très tentant de regarder les parties d'autres MJ ou de tendre l'oreille à ceux qui prétendent sur le web me jeter des parties absolument incroyables et passionnantes. Et je dis bien prétendre, parce que bon, à mon avis, c'est plus une réalité enjolivée pour se faire mousser. Les mecs, c'est plus des rôlistes, c'est des savons à ce stade-là. Et il faut bien comprendre aussi que vous avez votre vie, vos responsabilités, votre fatigue, bien à vous, et que forcément, ça impacte ce que vous pouvez fournir comme travail de préparation en tant que MJ. On n'a pas tous l'énergie ou le temps pour fignoler le moindre détail, alors autant optimiser au mieux. Et du coup, je pense que l'on peut fusionner les 3 conseils précédents en un seul pour conclure cette vidéo comme il se doit. Préparez et me jeter vos parties selon vos capacités, acceptez vos limites en tant que MJ et cherchez à optimiser au mieux votre temps personnel. De cette façon, vous pouvez espérer éviter le burn-out du MJ en vous concentrant sur la valeur essentielle de ce loisir, le fait de s'amuser avant tout avec vos amis. Car oui, c'est la définition même d'un loisir. Et de ce fait, tout ce qui vient en plus de cette sobre description, c'est soit du bonus, soit c'est du superflu.